Cette idée de l'entreprise qui fait le bonheur est un contresens philosophique absolu, mais c'est en plus une catastrophe managériale. La question du chômage, ça n'est pas un sujet en réalité, c'est quelque chose qui n'existe plus dans le débat public. Je vois aussi cette période qui s'ouvre, ce qui peut sembler paradoxal parce que tout le monde est inquiet en ce moment avec la montée des impérialismes, Poutine, Trump, Xi Jinping, etc., la montée des populismes, il y a le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre monde. Mais moi, le pari que je fais, c'est que les 20 ans qui viennent, potentiellement, peuvent être les plus fantastiques pour l'histoire de l'humanité. Joseph Lebeau fut le tout premier Premier ministre et l'un des pères fondateurs de la Belgique. Sa modernité, son idéal de liberté, son engagement pour la séparation des pouvoirs et sa défense du pluralisme ont permis de créer notre pays et d'en garantir l'avenir européen. Les idéaux fondateurs de Joseph sont plus que jamais actuels. Le Centre Jean Gol marche dans ses pas au service d'une société ouverte, progressiste et libre. Bonjour, bienvenue à tout le monde à la première édition du podcast du Centre Jean Gol. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Nicolas Bouzou. Nicolas, merci d'être là. Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Voilà, je te présente brièvement. Tu es français, tu es économiste, tu as fondé Asterès, qui est une société de conseil basée à Paris, qui s'adresse principalement aux décideurs économiques. Tu es par ailleurs un essayiste prolifique. Tu as une œuvre d'une dizaine d'ouvrages déjà consacrés à l'économie et plus principalement au travail. Et par ailleurs, tu es souvent sur les plateaux télévisés et on retrouve souvent ton nom derrière des chroniques dans la presse française. Alors, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que non seulement on est honoré de t'avoir, mais c'est aussi un plaisir de t'avoir avec nous puisque tu es un authentique intellectuel libéral, ce qui est une monnaie rare et donc précieuse, qui n'est quand même pas si répandue ni en France ni en Belgique. Et donc, on sera évidemment très content de faire cet entretien avec toi. Pour procéder, ce que je propose, c'est que j'ai ici avec moi une partie de ton œuvre, en fait. Elle n'est pas tout à fait au complet, mais en tout cas, celle-là, je l'ai lue avec avidité ces dernières années. Et ça permettra de naviguer un petit peu dans un différent nombre de sujets. Et ça permettra aussi à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent d'un peu mieux connaître ta pensée. Alors, on va commencer directement, de manière plus ou moins chronologique, par ce premier bouquin qui s'intitule « Le travail et l'avenir de l'homme ». Donc, c'est effectivement une des matières que tu couvres le mieux, sur lequel tu as beaucoup interagi, qui est une manière pour nous aussi de rebondir sur notre actualité, puisque en tant que centre d'études, on a beaucoup travaillé sur cette thématique, qui a longtemps été un peu le monopole intellectuel, entre guillemets, de la gauche, qu'on a essayé de récupérer et qu'on a en partie pu confisquer parce qu'on a fait quand même pas mal de propositions et aussi parce qu'on trouve que c'est une matière qui est tout à fait fondamentale. Alors, on a longtemps entendu un discours, et c'est un peu le point de départ de ton bouquin, selon lequel on serait arrivé, d'un point de vue civilisationnel, à la fin du travail. C'est le titre, en tout cas, de l'ouvrage éponyme donc de Jeremy Rifkin, qui est sorti en 1997, qui lui-même s'inscrit dans une tradition qui avait déjà été inaugurée par John Maynard Keynes, qui prédisait qu'en fait, avec le développement économique, avec la croissance, avec la prospérité, on arriverait graduellement à une situation où le travail finirait par disparaître. Alors la première question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que c'est le cas ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est un processus qui est souhaitable ? Non. Alors, je pense que le travail ne va pas disparaître, et heureusement, parce que si c'était le cas, je pense que ce serait un processus qui serait délétère. Peut-être la première chose qu'il faut dire, c'est que cette peur de la fin du travail, ou ce pronostic de la fin du travail est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et ça existe sans doute depuis que le travail a une connotation, en tout cas positive, dans nos sociétés. Moi, je pense que c'est la chrétienté, en fait, qui a apporté cette vision positive du travail. Alors, pour des raisons que j'exposais dans ce livre, donc des raisons qu'on trouve aussi bien dans l'Ancien Testament, avec, par exemple, l'Arche de Noé, donc le salut par le travail, mais aussi dans le Nouveau Testament, avec beaucoup d'épisodes. Par exemple, la parabole des talents, mais il y en a d'autres. Et d'ailleurs, si je voulais, plaisanter un peu, si je le
peu avec ce sujet, je dirais que si Dieu se repose un jour par semaine, c'est bien la preuve qu'il a travaillé le reste du temps et donc que sans doute le travail est quelque chose de positif. Quand Donc, tu disais que l'Arche de Noé, c'était le salut par le travail, c'est le fait qu'on ait dû travailler pour construire oui, bien cette sûr, arche et que ça a ça, pris du temps. exactement, ouais, ouais. Alors on pourrait dire d'ailleurs c'est le salut par le travail et par l'innovation, là Ouais. encore, si je veux faire un anachronisme, mais bon, je crois Et que on c'est quand découvre même toutes les critiques quelque de gens chose de qui, très rigolent profond. autour. Bien sûr. Mhm. Et au fond, à partir de ce moment-là, alors même que le travail avait une connotation négative sous l'Antiquité, ce qui a été très bien montré par Hannah Arendt, mais donc la chrétienté apporte cette connotation positive au travail, eh bien on a eu peur de perdre le travail, avec au fond toujours cette idée, donc qui va être formalisée très tard par Schumpeter dans la première partie du XXe siècle, mais avec cette idée selon laquelle les grands mouvements d'innovation sont des mouvements où la technologie risque de se substituer au travail et donc le travail va disparaître. Donc, c'est vraiment une idée qui a toujours existé et à chaque révolution industrielle, donc ça commence au début de notre ère, mais ça se prolonge à la Renaissance, plus encore au 19e siècle et jusqu'en effet à Jérémy Rifkin qui théorise qu'avec l'informatique, le travail va disparaître. Et en fait, le travail n'a jamais disparu. Alors bien évidemment, l'innovation est un processus de destruction créatrice, donc c'est ce qu'explique très bien Schumpeter. Mais un processus de destruction créatrice, ça ne veut pas dire que le travail disparaît. Ça veut dire que certaines activités et certains métiers, le cas échéant, sont remplacés par la technologie. Mais l'imagination humaine étant sans limite et les besoins humains étant sans limite et la technologie étant plutôt complémentaire, un facteur de travail complémentaire au travail plutôt que complètement substituable, en fait, le travail, c'est en quelque sorte toujours régénéré. Alors on me dit, oui, mais cette fois-ci, avec l'intelligence artificielle, c'est pas pareil. Et Parce si que, tu veux, on parlera un tout petit peu plus tard de ça, parce que pardon, c'est vraiment Jean-Philippe. un point très important et je pense qu'il faut le développer, mais plus au niveau de la question du principe. Oui. En quoi Mm. finalement, si évidemment ce Mm. remplacement par les machines ne se fait pas, en quoi est-ce que ça serait un mal? Pourquoi est-ce que, selon toi, Ouais. le travail est important? J'ai vu que dans plusieurs de tes ouvrages, et notamment dans celui-ci aussi, Mm. tu expliques un petit peu, à travers la dialectique du maître de Oui. l'esclave chez Hegel, que effectivement le travail a quand même une fonction émancipatrice en fait. Oui, le travail humanise en réalité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est un passage très connu de la philosophie, mais l'enseignement de cette dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, c'est l'idée, je la synthétise vraiment à outrance, mais c'est l'idée selon laquelle, au fond, si l'esclave arrête de travailler, si l'esclave, oui, arrête de travailler, il se déshumanise et en réalité, le maître lui-même, en cessant de travailler, devient un esclave, d'accord? Donc l'idée, c'est que, et je crois que c'est une idée qui est extrêmement profonde, le travail est le propre de l'humain. D'ailleurs, au fond, le travail, c'est construire le monde, c'est participer au monde, c'est participer au progrès du monde. Et donc, c'est ce qui fait un peu le propre de l'homme, puisque les animaux ne travaillent pas, ils subviennent à leurs besoins, mais ils ne construisent pas le monde. Les chats ou les chiens ne bâtissent pas des civilisations. L'humain, oui. Alors, c'est quelque chose qui avait été aussi très bien montré, beaucoup plus récemment, par un philosophe espagnol qui est toujours vivant d'ailleurs, heureusement, qui s'appelle Fernando Savater, qui explique bien que justement la spécificité de l'humain, c'est justement de construire le monde, de faire progresser le monde, et ça se fait par le travail. Et donc le travail est quelque chose qui est profondément humain. Et alors si je traduis ça un peu en des termes politiques qui vous intéressent, vous, au centre, je dirais que ça signifie que le travail reste et doit rester la colonne vertébrale d'une société. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle on ne travaillerait pas serait une société qui se déshumaniserait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours considéré que le travail ne disparaîtrait pas, même si les technologies font énormément de progrès, parce que l'humain sait au fond de lui-même qu'il a besoin de travailler, pas simplement pour des raisons financières, mais pour des raisons qui sont liées au fond à sa place dans le monde. Et donc on trouvera toujours des choses à faire. Donc je pense que le travail ne disparaîtra pas et que c'est très important pour des pays comme la Belgique, pour des pays comme la France, de conserver un contrat social dans lequel la normalité, au fond, c'est de travailler. Et donc je dis ça pour répondre à ta question, non pas simplement pour des raisons d'ordre économique, qui sont par ailleurs parfaitement justifiées, il faut solvabiliser nos États-providence, etc., mais pour des raisons de principe, des raisons philosophiques.
Et c'est aussi la raison pour laquelle une bonne politique économique, une bonne politique sociale, eh bien, c'est celle qui organise la société pour faire en sorte que celui qui travaille, eh bien, il a toujours un peu plus par rapport à celui qui ne travaille pas. Alors, on peut ne pas travailler pour de bonnes raisons. On peut ne pas travailler parce qu'on ne travaille pas encore. On est étudiant. On peut ne pas travailler parce qu'on a perdu son emploi et qu'on n'en trouve pas un. On est chômeur. On peut ne pas travailler parce qu'on a beaucoup travaillé et on se repose, la retraite. Mais ça signifie quand même que le travail reste le cœur du système. Je pense que c'est très important. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est un discours qui était tenu tant à droite qu'à gauche. Il y a quelque chose... Plutôt à gauche, tu Oui, sous-entendais tout à l'heure. Beaucoup plus même à gauche. Bien sûr. Et c'est ça que justement qui m'interpelle, c'est qu'il y a quand même un phénomène très curieux qui s'est produit ces dernières décennies. Oui. On a un peu l'impression que la gauche a abandonné la valeur travail. Je parlais tout à l'heure de Jérémy Rifkin, Oui. qui a été encore en grande partie, même s'il n'est pas français d'origine, un des grands inspirateurs. En tout cas, il a alimenté le gros projet de l'époque en France, qui était les 35 Absolument. heures, qui a été un projet désastreux, Absolument. comme on le sait. On se dit aussi, tiens, mais on veut à tout prix limiter le temps de travail, on veut faire en sorte d'avancer l'âge de la pension, Oui. on considère que c'est quelque chose qui est pénible, quelque chose qui... On parle toujours de qualité du temps de travail, de conciliation avec la vie professionnelle. Enfin bon, c'est toutes des interrogations qui sont légitimes. Mais on a un petit peu l'impression que la gauche a abandonné cette thématique. Et à ton avis, pourquoi ? Alors, déjà, ce que tu dis est parfaitement juste, puisque au XIXe siècle, quand on regarde l'histoire au fond de la pensée socialiste, même pré-marxiste d'ailleurs, il y a quand même cette idée selon laquelle le travail reste la colonne vertébrale, là encore, de la société, que la dignité est quand même liée au travail. Et pendant les nombreuses révolutions françaises, donc pas simplement 1789, mais les révolutions françaises du 19e siècle, c'est-à-dire 1830, 1848 surtout, il y a cette idée, notamment en 48, très défendue par la gauche, les ateliers nationaux, etc., selon laquelle tout le monde doit travailler. Et il faut donner du travail à tout le monde. Je rappelle d'ailleurs, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que les socialistes veulent faire adopter dans la Constitution un droit au travail et que ce sont en fait les libéraux qui s'y opposent, et notamment Tocqueville dans un magnifique discours parlementaire. Donc oui, tu as tout à fait raison, c'était plutôt la gauche en fait qui défendait cette idée, mais la gauche, peu à peu, progressivement, s'est détachée de cette idée du travail, notamment sous l'influence de quelqu'un qui s'appelait Paul Lafargue, qui était le gendre de Marx, et qui a écrit un livre, alors d'ailleurs qui est tout à fait plaisant à lire, qui est assez amusant, qui s'appelait de mémoire L'éloge de la paresse. C'est un que tu connais, c'est un tout petit livre en fait, qui doit faire une cinquantaine, une soixantaine de pages, voilà, qui est bien écrit, etc., qui est assez intelligent, voilà, qui est très intelligent, mais enfin qui est quand même délétère sur le plan des idées, et donc qui explique que au fond la société utopique, la société vers laquelle il faut tendre, c'est une société dans laquelle on ne travaille pas. Alors tu citais tout à l'heure d'ailleurs Keynes dans sa lettre, dans son petit livre, c'est une lettre en fait, qui est la lettre à mes petits-enfants. Il est moins clair. Il pronostique, il se trompe, la disparition du travail, là encore en raison de l'usage des technologies, mais il voit quand même bien le problème. C'est-à-dire qu'il dit, il faudra quand même substituer un espèce d'idéal à celui de l'élévation sociale et de la participation au monde par le travail. Donc je pense qu'il est plutôt pour la fin du travail, mais enfin il voit bien qu'il y a un souci quand même. Il voit bien que s'il n'y a plus de travail, il y aura une espèce de vide dans la société et il faut le combler par quelque chose, et il ne dit pas exactement quoi. Donc c'est quand même plus fin que Lafargue. C'est ça. Dans l'ouvrage que tu consacres à une autre thématique, mais avec Luc Ferry, vous parlez à un moment donné d'un certain nombre d'auteurs, et il y a notamment Jacques Ellul, qui lui aussi a vraiment stigmatisé le travail en disant que c'est quelque chose qui est une forme d'enfermement. Oui. Il est un peu peut-être aussi dans la lignée de Michel Foucault, en se disant, tiens, mais le fait d'enfermer les gens dans des ateliers, de les surveiller, etc., il y a peut-être cette dimension un peu libertarienne ou libertaire en fait qu'on retrouve. Tu as tout à fait raison. Et Ellul va faire la transition en fait entre les socialistes et l'écologie décroissante moderne, parce que cette idée en fait de la nécessité de travailler moins va être reprise par les écologistes radicaux contemporains sur l'autel de la décroissance et donc de l'écologie, c'est-à-dire l'idée, là encore tout à fait fausse sur le fond, on pourrait en discuter, mais en tout cas l'idée selon laquelle, pour préserver nos écosystèmes, pour lutter contre les émissions carbone, contre le réchauffement climatique, etc., il faut produire moins,
ce qui commence par travailler moins. Mmh. C'est une idée d'ailleurs qui est reprise, hein, donc en Belgique, en France, enfin, ça fait partie du débat public. Et Lull fait un peu justement la transition entre Lafargue et cette économie, cette écologie radicale contemporaine. Alors, tu parlais des libéraux. Certains libéraux, c'est notamment le cas de mon ami Gaspard Koenig en France, reprennent un peu cette idée. Moi, je suis en désaccord radical avec Gaspard, notamment sur cette question. Ils réintroduisent l'idée du revenu universel, alors que je pense, là aussi, moi étant complètement anti-libéral, je sais aussi que ça a été un débat d'ailleurs chez les libéraux en Belgique. Non, on va en parler Voilà. au bout des minutes, en fait. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, au fond, si on verse une allocation à tout le monde, c'est libéral parce qu'on a le droit de travailler ou pas. Enfin, ça donne le droit de mener sa vie, au fond, un peu comme on l'entend. Donc, c'est aussi un débat qui existe chez les libéraux. Mais moi, j'ai choisi mon camp. Je suis vraiment dans le camp des Lumières, c'est-à-dire Hegel, hein, c'est-à-dire, non. Donc, Hegel, Fernando Savater aujourd'hui, c'est-à-dire, le travail est fondamentalement ce qui permet à un individu de s'épanouir et à une société de progresser. Après, on peut avoir tous les débats que tu citais et qui sont parfaitement légitimes sur l'organisation du travail, les accidents du travail, le management. Voilà, tout Mmh. ça est parfaitement évidemment légitime, il faut le traiter et c'est le rôle des partenaires sociaux. Mais le travail reste la colonne vertébrale de la Tout société. à fait. Mais Keynes avait quand même raison en partie quand on regarde vraiment toutes les statistiques, et je sais que toi tu es très attentif quand on regarde Mmh. notamment toutes les statistiques qu'on peut récolter dans le fameux site de Max Roser, hein, Ah, bien sûr. In World Data. World En Data. data, bien sûr. On voit quand même qu'effectivement le nombre d'heures de travail qui ont été prestées en Bien Espagne sûr. par rapport à nos grands-parents ou arrière-grands-parents a fortement diminué. Alors évidemment c'est une conversation entre libéraux, et Gaspard Koenig, qu'on a déjà reçu à plusieurs conférences ici en Belgique, est un libéral, enfin quoique parfois on se demande un petit peu s'il reste toujours libéral à certains points de vue. Mais est-ce que tu ne penses pas que le conflit ou le débat qu'il peut y avoir entre libéraux est moins sur la question de savoir si il faut à tout prix travailler énormément que la question de savoir si on peut nous imposer un nombre maximum d'heures à travailler? C'est surtout ça le gros problème. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, moi je pense que justement, je suis un libéral dans la tradition classique. Je parlais de Tocqueville tout à l'heure, et au fond, la question du temps de travail, pour moi, est une question qui se règle contractuellement ou par les partenaires sociaux, puisque je crois au rôle très important des partenaires sociaux. Mais en fait, quand on regarde justement le partage des gains de productivité, disons, depuis la révolution industrielle, donc ce qu'on voit bien dans les statistiques de Max Roser. Donc il y a eu des gains de productivité colossaux, et ces gains de productivité, ils sont redistribués en baisse de prix, en hausse de salaire et en baisse du temps de travail. Bon. Mais quand on regarde ce qui s'est fait concrètement, alors évidemment, il y a eu des baisses de prix, il y a eu des hausses de salaire très importantes et il y a eu une baisse du temps de travail. Donc les gains de productivité ont été redistribués dans les 3 domaines. Mais c'est quand même plutôt dans les hausses de salaire, en fait. Donc, si, comme certains économistes, je pratique une analyse sous forme de préférence révélée, c'est-à-dire je me dis au fond, je regarde ce que les gens préfèrent en analysant ce qui s'est passé concrètement, on voit que les humains ont plutôt arbitré pour l'amélioration de leurs conditions matérielles plutôt que pour la baisse du temps de travail. Il y a eu une baisse du temps de travail, et heureusement, parce que évidemment, les conditions de travail au 19e siècle, et celles qui étaient documentées par Marx, par Engels, ne sont pas souhaitables, bien évidemment. Et heureusement qu'il y a eu d'immenses progrès, et il faut continuer. Mais quand même, le choix qui a été fait, fondamentalement, c'est plutôt un choix en matière d'augmentation du niveau de vie, et donc de conditions, là encore, si j'emploie un langage marxiste, hein, de conditions matérielles, des conditions d'existence. Avant d'approfondir un petit peu la question du remplacement du travail par les technologies sur lequel tu as écrit des pages très intéressantes, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu d'une problématique qui est vraiment fondamentale et qui, nous, en Belgique, nous concerne au tout premier chef parce qu'on est en train de faire une toute grande réforme à ce niveau-là. C'est la question du chômage, en fait. Oui, Dans beaucoup de tes livres, et notamment dans Le Grand Refoulement, mais oui. également dans celui-là, Le travail et l'avenir de l'homme, tu expliques que, en fait, scientifiquement, on sait quasiment tout ce qu'il faut savoir sur le chômage Bien et sûr. la manière effectivement de le résoudre. Il n'y a pas de mystère, hein. On entend parfois contre le chômage, on a tout essayé, etc. Non, ces choses sont très claires. Et il y a 13 leçons. En fait, l'économie est quand même une forme de science. Et en tout cas, sur un certain nombre de choses, on peut avoir des lois, ou en tout cas des leçons
il y en a 13. Pour nous, évidemment, on a cette grande réforme et ça concerne évidemment beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous assurer, puisqu'on entend énormément sur le banc syndical et du côté de la gauche, toute une série de critiques en disant qu'on est en train de détruire tout le système et qu'on n'arrivera jamais à solutionner ce problème. Est-ce que tu penses qu'ici, on a quand même raison d'avancer dans le sens où on avance ou selon toi, quelles sont les mesures qu'il faut faire vraiment pour lutter efficacement contre le chômage? Il y a une connaissance économique. Ça n'est pas une science dure au sens des sciences physiques, parce qu'on ne peut pas faire d'expérience contrôlée. On essaie d'en faire de temps en temps, mais c'est très difficile de le faire, évidemment, comme on le fait dans le domaine de la physique ou de la biologie ou tout ce que vous voulez. Mais il y a une connaissance économique. Et cette connaissance économique, elle est particulièrement importante dans le domaine du marché du travail, parce que ça fait plusieurs décennies qu'il y a une recherche académique extrêmement pointue et qu'il y a un consensus, ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines de l'économie. Mais là, sur la question du marché du travail, il y a un consensus. Et on sait bien, grosso modo, que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que l'on appelle la flex-sécurité, c'est-à-dire le fait d'avoir un marché du travail flexible, donc un droit du travail qui soit relativement simple, qui permette aux entreprises de licencier, un coût du travail qui est cohérent avec ce qu'est la productivité du pays en question, un bon système de formation initiale, formation continue. On sait que c'est ça ce qui permet d'avoir un taux de chômage structurel, c'est-à-dire un taux de chômage indépendant de l'activité économique, qui soit le plus bas possible. Et quand on regarde aujourd'hui la situation des marchés du travail dans le monde, la normalité, c'est le plein emploi. C'est-à-dire que des pays comme la Belgique ou comme la France, qui ont encore un chômage important, sont plutôt des exceptions en réalité. Mais dans la plupart des pays, y compris en Europe, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, etc., la question du chômage, ça n'est pas un sujet en réalité, c'est quelque chose qui n'existe plus dans le débat public. Alors concernant ta question sur la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement fédéral belge, je suis très clair, je pense qu'elle est excellente. Je pense que c'est très exactement ce dont la Belgique avait besoin. Donc toute la politique qui consiste à dire il faut limiter dans le temps l'indemnisation du chômage, je pense que c'est absolument nécessaire et que c'est une bonne réforme qui d'ailleurs honnêtement aurait dû être faite depuis longtemps. Ce que prépare le gouvernement et qui vise à redonner de la flexibilité au marché du travail, en réintroduisant par exemple ce que l'on appelle en France la période d'essai, je ne sais plus comment vous l'appelez en Belgique, mais voilà. Donc tout ceci, politique qui est menée par David Clarinval, je pense que c'est la bonne politique et je la soutiens de toutes mes forces. Alors qu'elle soit bonne pour la Belgique, tant mieux pour les Belges, mais je pense que c'est très important pour l'Europe et même pour un pays comme la France, d'avoir à ses côtés un gouvernement qui mène cette politique de façon assumée et on a tout intérêt à avoir, nous, notre voisin belge avec lequel on a beaucoup de relations, un pays dans lequel le chômage diminue, la situation économique s'améliore et donc, vous n'avez pas besoin d'être rassuré bien évidemment, mais puisque tu me poses la question, cette politique, c'est la bonne et il faut la soutenir. C'est très clair. Alors, pour le coup... Et ce qui est bien, c'est qu'en tant que libéraux, on soumet ça au test et on verra effectivement de façon grandeur nature si cette idée fonctionne ou pas. Tu sais, on avait, nous en France, pendant longtemps, on a eu aussi un problème de chômage de masse. Et ces réformes, pour le coup, on les a faites. Alors, nous, on les a beaucoup étalées dans le temps. Là, le gouvernement va vite. Le gouvernement fédéral va vite. Nous, on a étalé tout ça dans le temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a commencé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec la rupture conventionnelle, etc. François Hollande a fait des choses positives dans ce domaine-là, Emmanuel Macron aussi. Le résultat de tout ça, c'est que nos entreprises ont créé ces dernières années 2 millions d'emplois. Alors, il y a encore beaucoup à faire en France, on n'est pas encore au plein emploi, mais enfin, on a considérablement améliorer la situation de la même façon qu'auparavant. Alors ça remonte un peu à loin, il y a une quinzaine d'années, mais le gouvernement Schröder en Allemagne, gouvernement socialiste au passage, mais enfin les socialistes, quand ils sont bien inspirés, quand ils sont pragmatiques et qu'ils ont le sens de l'intérêt général, peuvent faire d'excellentes réformes, ont mené aussi ce type de politique, notamment sur l'assurance chômage, pas très éloigné de ce que fait le gouvernement fédéral aujourd'hui, et ça a donné d'excellents résultats. Donc oui, cette politique est la bonne. Parfait. On va passer maintenant à un autre aspect, mais qui est toujours un peu lié au travail, qui est la destruction créatrice de Schumpeter, en fait. Donc, je pense qu'on peut dire que tu es à ce niveau-là schumpeterien. Donc, c'est vraiment l'idée que les choses évoluant comme elles le font, et ça a toujours été un peu le cas dans l'histoire, à partir du moment où en tout cas, elle a commencé à s'accélérer,
c'est qu'il y a des métiers anciens qui sont remplacés par des nouveaux. Et donc là, à toute époque, il y avait eu des craintes. On parle même déjà au Moyen Âge, quand on avait la Absolument. première révolution industrielle. Mais bon, évidemment, les gens sont maintenant enclins à dire: «Oui, c'est vrai, ça a marché maintenant», mais ici, avec la nouvelle technologie, avec l'intelligence artificielle, c'est tout à fait différent. Parce que là, on n'avait jamais pu encore avoir un substitut aussi efficace. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais reçu, il y a 2 ans, 2-3 ans, Luc Ferry qui était venu participer à un congrès. J'avais eu la chance de le convoyer dans une route qui était assez longue parce qu'on c'était au bord d'un lac et donc on avait eu le temps de refaire le monde à ce moment-là. Et donc, un des points où j'étais étonné parce qu'il venait d'écrire ce Mmh. livre avec toi, c'est que lui n'était plus tellement sûr de ça. Il me disait: «Tiens, mais en fait, on ne sait pas les nouvelles technologies», ce en quoi il est intellectuellement peut-être très rigoureux, hein, parce qu'il se dit: «Bon, c'est Bien pas parce sûr. que ça a marché une fois». Mais toi, notamment dans Oui. cet ouvrage-là, donc pour un libéralisme populaire, tu expliques, et tu expliques ça déjà dans d'autres trucs, Ouais. que avec l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle forte, il y a quand même un certain nombre de conditions qui devraient être réunies pour qu'il y ait un remplacement Ouais. total, en fait. Oui, non, je veux vraiment bien me faire comprendre. Cette révolution industrielle, elle est plus rapide, plus forte, plus spectaculaire, plus impactante que les autres. Ça, c'est clair. L'intelligence artificielle, c'est un changement technologique et économique absolument fondamental. Et ça va très, très vite. Et de toute façon, on le voit en tant que pratiquant de l'intelligence artificielle générative. Vous voyez bien qu'entre 2 actualisations de ChatGPT, vous voyez bien que les progrès sont très importants. Et aujourd'hui, moi, j'utilise ChatGPT O3. Bah, c'est pour répondre à des questions qui sont des questions extrêmement complexes. C'est d'une efficacité, c'est une application qui est d'une efficacité absolument redoutable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement fort et qui va en effet reconfigurer un très grand nombre de métiers, dont le mien, évidemment, mais c'est le propre d'une révolution industrielle, hein, ce que les anglo-saxons appellent des general purpose technologies, c'est-à-dire qu'au fond, ça va reconfigurer sans doute tous les métiers. On pourra prendre des exemples concrets si ça t'intéresse, mais ça va de la comptabilité à la santé, en passant par peut-être la politique d'ailleurs aussi, la robotique est en train d'évoluer extrêmement rapidement avec l'arrivée des humanoïdes, hein, c'est-à-dire des intelligences artificielles générales greffées sur des robots, etc. Donc, c'est un phénomène de destruction créatrice qui est sans doute plus fort et plus rapide que tous les précédents que l'on a pu connaître dans l'histoire. Donc, l'ajustement va être plus compliqué, plus violent, parce que les métiers vont plus bouger, parce qu'il y aura des métiers qui sans doute vont disparaître plus rapidement que c'était le cas par le passé. Donc, je ne sous-estime pas ça. Mais si la question que tu poses, c'est, au bout du compte, est-ce que le travail aura disparu, remplacé par les humanoïdes et l'intelligence artificielle, ou est-ce que l'humanité utilisera ces outils, se sera adaptée, travaillera avec eux, mais continuera de travailler? Je pense que c'est ce second scénario qui est le bon. Pourquoi? Parce que au fond, pour que une technologie remplace complètement l'humain, il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient réunies, qui, à mon sens, ont très peu de chances de l'être. Il faudrait que l'intelligence artificielle soit meilleure que l'humain dans absolument tous les domaines. Il faudrait que l'intelligence artificielle ait très exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts que l'humain. Parce que le remplacement n'est possible que si on est parfaitement substituable. Si on est un tout petit peu différent, beh, du coup, on reste des facteurs de production complémentaires. Il faudrait que l'intelligence artificielle puisse subvenir elle-même à ses besoins, ses propres besoins, si jamais elle en a, sans faire travailler les humains. Il faudrait que Comme les dans humains Terminator. eux-mêmes Ça, ouais. n'aient pas le besoin de travailler. Mmh. Ouais, donc en fait, je pense que ça n'arrivera pas, et je pense qu'il faut plutôt considérer, c'est ce que j'explique dans mes livres, l'arrivée de ces intelligences artificielles extrêmement puissantes comme, au fond, une vague d'immigration avec des immigrés qui seraient très qualifiés, très forts, très travailleurs, très intelligents. Et pourquoi est-ce que je fais cette analogie avec l'immigration? Parce que si on disait aux Belges demain, bah, au fond, on a des réfugiés qu'on se propose d'accueillir en Belgique, et ces réfugiés, bah, ils sont très travailleurs.
Ils peuvent faire tout un tas de choses. Ils sont très intelligents. Ils vont nous aider à résoudre tout un tas de problèmes. Ils vont nous aider dans la santé, dans l'écologie, dans la construction, dans les infrastructures, etc. Mais que diraient les Belges? Ils diraient « Ah ben, ça c'est intéressant. Là, pour le coup, peut-être que c'est très intéressant de les faire venir et de travailler avec eux. » Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut plutôt voir les choses comme ça. Et moi, franchement, l'arrivée de ces intelligences artificielles, éventuellement hybridées à ces robots, je me dis que ça va être fantastique. Mais ça va nous aider. En Belgique comme en France, on a aujourd'hui une pénurie de soignants. Ben, c'est peut-être, j'en suis sûr d'ailleurs, c'est sans doute un élément de la réponse. C'est fantastique. La Belgique... Par exemple, les gens qui utilisent un marteau-piqueur, ce serait peut-être pas plus mal qu'ils ne doivent plus utiliser un marteau-piqueur. Mais allons plus loin. Je voyais l'autre jour, j'en discutais avec des déménageurs. C'est très difficile comme métier, déménageur. C'est très pénible, c'est usant, on se casse le dos. Mais le jour où il n'y a plus besoin de 10 déménageurs pour déménager le centre Jean Gaulle, mais où c'est 1 ou 2 déménageurs qui font travailler des robots, des machines, etc. Il est où le progrès social? Il est là, bien évidemment. Alors, il faudra retrouver des emplois pour les autres. Mais on va en trouver. Parce que les besoins humains... Comment est sûr que ça, de ça? J'en suis pas sûr, Ouais. parce que je suis honnête. Oui. C'est un pronostic que je fais. Tu m'interroges. Soyons honnêtes. Et là, de ce point de vue-là, Luc Ferry a raison. On peut pas... Mon argument, c'est de dire ça s'est passé comme ça par le passé, donc il y a une bonne chose que ça se passe comme ça à l'avenir, mais c'est pas d'une rigueur à 100%. Donc bien évidemment, ça peut ne pas se produire comme ça. Mais simplement, si je fais une analyse en profondeur, je me dis, d'une part, les besoins humains sont infinis. Il y a toujours de nouveaux besoins. Le champ des besoins, il est illimité. D'autre part, il n'y a pas une identification complète entre l'humanité et les robots. Il y a toujours des différences. Ça veut dire qu'il y a toujours des zones de coopération qui sont possibles. Et puis, soyons un peu pragmatiques quand même, parce qu'on se pose des questions un peu ésotériques. Mais aujourd'hui, et même demain, c'est-à-dire à l'horizon de quelques années, les robots et l'intelligence artificielle, ce sont des outils absolument fantastiques qui vont nous aider, qui vont nous permettre de développer des secteurs, l'énergie, l'agriculture, l'industrie. Et donc, on aura besoin de machines et d'humains, parce qu'on aura besoin d'humains pour faire travailler les machines. Tu vois? Donc, je pense que la question, c'est plus une question d'adaptation, de formation, comment on s'accapare ces outils. Donc, l'enjeu, il est colossal. Hein. Il est absolument gigantesque. Mais je pense qu'au bout du compte, l'enjeu, ça reste comment est-ce qu'on utilise ces technologies et comment est-ce qu'on utilise ces outils. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, permets-moi de te dire que nous, on en parle, mais notre personnel politique, en France comme en Belgique, est très peu au fait de ces questions-là, est très peu versé dans ces questions-là, s'y intéresse assez peu. Et c'est une erreur. Alors pour le coup, on peut critiquer les Américains, et moi j'ai beaucoup à dire sur l'administration Trump, dont je pense que la politique est dangereuse, mais au moins, ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils s'intéressent à ces choses-là, et qu'ils ont une vision. Oui, mais il y a un véritable tsunami ici, et c'est vrai qu'on se sent un peu désarmé par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Et par rapport à ça, justement, au niveau de l'impact social, justement, il y a des gens qui sont un peu plus pessimistes, et parmi ceux-là, on retrouve en fait, justement, paradoxalement, les grands patrons de la tech, que ce soit des Bezos, des Zuckerberg et des Musk, etc., qui, eux, sont favorables, tu en as déjà dit quelques mots, au revenu universel de base, en fait. Ce qui était amusant, d'ailleurs, et j'aimerais bien effectivement avoir ton avis par rapport à ça, c'est d'ailleurs Ferry, pour le coup, j'ai un livre de Luc Ferry, c'est son tout dernier. Il donne un chiffre assez intéressant, enfin une information assez intéressante. Apparemment, Sam Altman, qui est en fait la personne qui a inventé, ou en tout cas qui gère la société OpenAI, qui est donc le fameux l'appliqué de ChatGPT, a fait une étude. Il a mis 45 millions de ses fonds propres pour pouvoir faire un test de 3 ans. 3 ans avec 1000 personnes à qui il a donné chaque fois 1000 euros par mois. Et pour observer. Et à côté de ça, il avait un groupe témoin de 2000 personnes à qui il donnait 50 euros par mois. Et donc, il s'attendait à voir, parce que ces gens pouvaient travailler par ailleurs, que leurs conditions s'amélioreraient, qu'ils auraient plus de temps libre. Et qu'en fait, ce groupe-là était paradoxalement le groupe qui
dont la consommation Oui. d'anxiolytiques et d'alcool et de drogue avait Oui. cru de manière vraiment préoccupante. Et donc, c'est quand même assez amusant que des gens qui promeuvent cette idée-là en soient un peu le bec dans l'eau. Enfin, mais en même temps, il a la réponse à sa question, quoi. Oui, Comment est-ce que tu analyses ça, en fait, et pourquoi j'étais est-ce pas que surpris. Tu l'auras compris, j'étais pas surpris parce que si tu as bien suivi mon raisonnement, je considère que, alors je vais le dire autrement, travailler c'est parfois fatigant et embêtant, mais il y a pire que travailler, c'est ne pas travailler. Hein. Et c'est ça, ce que montre cette étude qui a été financée par Sam Altman, c'est-à-dire qu'au fond, quand on ne travaille plus, c'est-à-dire quand on est moins inséré dans la société, quand on ne participe plus à cette avancée du monde, bah, du coup, ce grand vide, il est comblé par les écrans, il est comblé, le cas échéant, par les anxiolytiques, par la drogue ou par l'alcool. Et ce que je dis là n'est pas théorique, puisque c'est ce que mesure très précisément l'étude qui a été financé par Sam Altman, qui était plutôt, comme tu le dis, un promoteur du revenu universel de base. C'est la raison pour laquelle, pour moi, ce débat sur le revenu universel, il est un peu plié en réalité. Alors, tu as néanmoins raison de rappeler que beaucoup de grands investisseurs ou de grands dirigeants d'entreprises de la tech sont favorables au revenu universel. Mais c'est parce qu'eux-mêmes ne voient qu'une partie de la société. C'est-à-dire qu'ils voient toutes les avancées technologiques, ils ont raison. Ils voient aussi que dans leurs entreprises, par exemple pour faire du code, bah, aujourd'hui, une IA, c'est sûr qu'elle est meilleure que des codeurs. Ça, c'est clair. Et donc, dans leur métier, et en particulier dans le code, on fait des gains de productivité qui sont absolument colossaux, qui sont gigantesques. Mais ce qu'ils ne voient peut-être pas, c'est qu'au niveau global, ces innovations vont générer énormément de nouveaux besoins et énormément de nouveaux emplois. Je vais te prendre un exemple très concret pour bien me faire comprendre. J'évoquais tout à l'heure la question de la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ChatGPT 3o, O3, pardon, dont je parlais tout à l'heure, les études le montrent, est beaucoup plus performant que les médecins généralistes en matière de diagnostic. Tu lui donnes des symptômes, tu lui montres de l'imagerie, etc. Il est meilleur que les médecins. Est-ce à dire que les médecins humains vont disparaître? Non. Ce que ça veut dire, c'est que les médecins humains ne savent pas utiliser l'IA et que donc ils ont de gros progrès à faire en utilisant mieux l'IA. Et peut-être qu'à ce moment-là, le combo IA-médecin sera plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Hein. Aujourd'hui, l'IA seule est plus performante que IA plus médecin. Mais c'est parce que les médecins ne savent pas utiliser l'IA. S'ils apprennent à l'utiliser mieux, je pense qu'il y a une chance que ce combo soit plus efficace que IA seule. Mais surtout, les progrès extraordinaires et le temps libéré que l'IA générale autorise dans le domaine de la médecine va permettre de faire des progrès extraordinaires dans le domaine des cancers, c'est déjà le cas, mais dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine des maladies neurodégénératives, dans le domaine de la longévité. Et donc, ce sont énormément de nouveaux domaines et de nouveaux besoins qui vont s'ouvrir. Et à un moment ou à un autre, on aura besoin d'humains. Quand on va faire de très grandes, on commence à le faire un tout petit peu, mais de très grandes cliniques de la prévention pour que toi et moi, une fois tous les 2 ans, on aille faire pendant une journée un bilan médical très complet et très poussé avec des robots, avec de l'IA, avec de l'imagerie 3D, etc. Mais on aura quand même besoin d'humains pour nous accueillir, pour nous conseiller, pour nous accompagner, etc. Donc tout ça, on est au début, en fait. Mmh. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vois aussi cette période qui s'ouvre, ce qui peut sembler paradoxal parce que tout le monde est inquiet en ce moment avec la montée des impérialismes, Poutine, Trump, Xi Jinping, etc., la montée des populismes, il y a le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre monde. Mais moi, le pari que je fais, c'est que les 20 ans qui viennent, potentiellement, peuvent être les plus fantastiques pour l'histoire de l'humanité. Justement parce qu'on a à notre disposition des connaissances et des capacités technologiques qui vont nous permettre de répondre à des défis qui nous semblent insurmontables aujourd'hui. Et donc, je suis très optimiste pour la période qui s'ouvre, à partir du moment, et ça c'est notre rôle, vous et moi, nous libéraux, à partir du moment où on reste très attachés à ces valeurs des Lumières et on les défend, la liberté, la démocratie, la rationalité, la science, le fait d'être tourné vers le futur plus que vers la tradition. Voilà, toutes ces valeurs qui nous animent, si on arrive à les défendre, conjuguées à toutes ces capacités scientifiques et technologiques dont nous disposons aujourd'hui, ça peut nous amener
à résoudre des problèmes qui nous semblent insurmontables aujourd'hui, comme le cancer, les maladies neurodégénératives, le réchauffement climatique, En fait, on va un etc. petit peu approfondir ça à la toute Ah fin de oui, je vais l'exposé, trop vite, je suis désolé. non, mais de toute façon, le temps file et donc c'est pour ça que juste avant d'aborder ce point-là, je voulais t'interroger sur un autre point. Mais ce que tu dis est intéressant, c'est que tu es optimiste et je crois que c'est une attitude assez libérale, hein, pas d'être naïf évidemment, mais il faut rester Je critique. vois les problèmes. L'avenir n'est pas écrit et il y a Bien sûr. beaucoup de choses horribles qui peuvent arriver. Et donc souvent, la meilleure manière que ces choses-là arrivent, c'est d'écouter justement les recommandations des prophètes de malheur. Parce que ceux qui prédisent le pire ont souvent des solutions qui conduisent précisément à ce à quoi ils veulent éviter. Mais globalement, ici, c'est amusant et c'est assez paradoxal que la plupart des grands auteurs libéraux sont généralement des optimistes. Un qui justement n'est pas très optimiste, c'est Schumpeter. Et tu es schumpeterien. Donc c'est un peu paradoxal, mais ça s'explique, hein, mais cela dit, ce sur quoi je voudrais t'entendre parler un tout petit peu, parce que c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est le bouquin que tu as écrit avec Julia de Funès qui s'appelle « La comédie inhumaine. Pourquoi les entreprises font fruire les meilleurs ». C'est un bouquin qui est à la fois étonnant et très amusant. Et Julia de Funès est une personne vraiment de grand talent et qui est aussi très courageuse. Est-ce que j'ai eu un plaisir, à la fois une forme d'étonnement et d'amusement, un peu comparable à ceux que j'avais eu quand j'avais lu Bullshit Job de David Graeber, en fait. Puisqu'on jette un coup d'œil, enfin moi je ne suis pas salarié, je ne travaille pas dans une entreprise, sur ce qui se passe. Et en fait, il y a quelque chose dans tout ce team building, de tout ce management des ressources humaines, d'assez infantilisant, il y a une sorte de ludification, de gamification. On prend vraiment un peu et en fait, ce que je voudrais voir, c'est avec toi, si tu peux un peu nous expliquer, mais pourquoi est-ce que les entreprises se sont senties investies de la mission de devoir faire le bonheur de leurs employés? Oui, parce que je pense en réalité que les entreprises sentent bien qu'il y a des problèmes de management dans les entreprises. D'ailleurs, quand on regarde des études, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas en Belgique, mais je pense que c'est pas très différent. Mais en France, quand on demande aux gens: «Est-ce que vous aimez votre entreprise?», les gens répondent très majoritairement: «Oui, on aime notre entreprise». «Est-ce que vous aimez votre métier?» «Oui, on aime notre métier». «Est-ce que vous aimez votre manager ou votre management?» Alors là, c'est absolument catastrophique. «Ah non, ça va pas du tout», et c'est pas simplement une question de salaire. Alors, beaucoup de gens aimeraient être payés plus, ça c'est logique. Mais ce que disent les gens, c'est qu'il y a trop de managers, c'est que les managers sont tyranniques, qu'ils leur laissent pas d'autonomie, qui sont pas très bons, etc. Et souvent, tout ceci est vrai. Parce que, bien souvent, les entreprises nomment comme managers des gens qui sont des bons techniciens. Et au lieu d'essayer de trouver, alors c'est pas facile, mais de trouver des voies de progression, y compris salariales pour des techniciens, on va dire aux gens, pour que tu sois mieux payé, il faut que tu encadres une équipe, il faut que tu manages, etc. Et ça amène assez souvent à des catastrophes parce qu'on nomme à des responsabilités managériales. Il n'y a rien de plus difficile que de diriger les gens. Diriger des humains, il n'y a rien de plus difficile. Et donc on nomme à ces places-là des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et qui même, bien souvent, n'ont pas d'appétence, n'ont pas véritablement d'envie pour ça. Donc ça donne des catastrophes. Et comme les entreprises ne veulent pas voir ce problème en face, elles ne veulent pas le regarder en face, elles essaient de trouver des subterfuges. Et donc les subterfuges, ça va être les Chief Happiness Officers. Alors il y en a moins en ce moment, mais quand on a fait le livre il y a 5 ans, il y en avait beaucoup. Alors pourquoi il y en a... Happiness Officer, c'est quand même incroyable en fait. Pourquoi il y en a moins? Parce que c'est absolument catastrophique et parce qu'on s'est rendu compte, pour répondre à ta question, que le rôle de l'entreprise n'était pas de faire le bonheur. La question du bonheur est une question qui n'a rien à voir en fait avec l'entreprise. Ce sont des ressorts personnels. Puis, de toute façon, on peut travailler sans connaître le bonheur. Beaucoup de gens connaissent, tout le monde d'ailleurs connaît à un moment de sa vie des problèmes, des difficultés, des drames familiaux, et on continue de travailler quand même. Et on peut d'ailleurs être heureux au travail tout en connaissant des malheurs dans la vie. Donc, cette idée de l'entreprise qui fait le bonheur est un contresens philosophique absolu, mais c'est en plus une catastrophe managériale. Parce que si on dit aux gens, dites que vous êtes heureux, on va faire en sorte que vous soyez heureux, on va acheter des baby-foot pour que vous soyez heureux, on va faire des séminaires ludiques pour que vous soyez heureux, etc. Oui, il y a des pages qui sont assez hilarantes où vous expliquez là qu'il y a des séminaires où on demande à des cadres de 45 ans de faire de la plasticine ou de jeter des pelotes de laine pour dire que tous ensemble, on s'est jeté très loin la pelote de laine. Et
Enfin, c'est Mais on l'a fait vécu. quand même. Oui. C'est des choses que Julia et moi, puisqu'on travaille tous les deux dans les entreprises, ce sont des choses que on avait vues, donc qu'on a rapportées. Et ce livre, je crois que c'est le livre de toute l'histoire du management qui s'est le mieux vendu en France, alors même que nous ne sommes pas des professeurs de management, ni Julia ni moi, donc je ne sais pas si le livre était bon. Ça. Mais il y avait un regard philosophique qui faisait Mais que le thème était bon, en tout Ouais, cas. Voilà, ça j'en suis. Et je sais que comment dire, qu'on a touché une corde sensible, c'est-à-dire qu'on a mis le doigt sur un vrai problème, une vraie difficulté de la société qu'on retrouve encore plus, bien évidemment, dans le secteur public ou même dans le secteur associatif. Mais oui, c'est ça qui était assez frappant, effectivement, dans ce livre. Ce qui était pointé là était assez étonnant. Ce que vous dites très bien, c'est que le but d'une entreprise, c'est pas de faire le bonheur, mais c'est de créer un sens, en fait. C'est surtout ça. Oui. Et alors, il y a aussi dans les préceptes que vous énoncez, pour changer les choses, c'est qu'il y a une vertu qui est importante, c'est le courage. Mais la question que je me pose, c'est que on a, toi et moi, la chance d'exercer un métier qui nous permet de disserter, donner Bien notre sûr. avis publiquement, etc. Mais nous, on n'est pas, c'est notre choix aussi, vraiment, enfin moi je le suis, mais un salarié au sens classique du terme, Bien sûr. qui doit obéir, qui est dans un lien de subordination, qui n'a pas le droit de critiquer sa hiérarchie. Et je me dis, il y a quand même vraiment une souffrance chez ces gens qui se disent que c'est ce que leur demande de faire est tout à fait débile, Oui. mais ils sont obligés de se plier à ça. Alors, comment est-ce que ces gens peuvent vraiment développer un courage? Est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux? À partir du moment où on peut se faire virer comme ça du jour au lendemain? Non, je pense pas du tout que ce soit un vœu pieux parce que ce que tu dis là est très vrai dans beaucoup d'entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises où les gens sont heureux. En réalité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont un management qui est loué par. Je vais donner un exemple d'une entreprise que je connais bien et qui a toujours des enquêtes de satisfaction extraordinaires auprès de ses salariés. Et tu vas comprendre pourquoi je prends cet exemple. C'est parce que c'est un métier qui, a priori, sur le papier, n'est pas sexy. C'est une entreprise qui s'appelle JSF, qui est une entreprise de nettoyage industriel. Bon, qui est une entreprise française, mais qui est présente partout dans le monde. Et donc, ce sont des gens qui vont nettoyer des bureaux tôt le matin comme celui-ci. Et les gens sont très heureux. Parce que c'est une entreprise avec de l'autorité, où on fait les choses bien, mais en même temps où on laisse de l'autonomie, où on valorise les gens, où il y a une reconnaissance qui est très importante. Donc, je veux dire, tout ceci est possible et tout ceci peut exister. Donc, on a parfaitement le droit de dire à sa hiérarchie quand il y a des choses qui ne vont pas, ou qu'on juge comme étant pas adéquates. On a le droit de changer d'entreprise aussi. Donc, ce sont des possibilités. Moi, je suis aussi libéral parce que je pense que, au fond, et là encore, c'est le titre d'un livre de Fernand Savater qui s'appelle Choisir, la liberté. Ce qui veut dire par là, c'est que notre liberté et notre responsabilité s'exercent avant tout par les choix qu'on fait dans la vie. Voilà. Et qu'on peut parfaitement choisir de dire les choses. On peut choisir de contester un process qui ne convient pas. On peut choisir de changer d'entreprise. Ça fait partie de notre liberté. Et notre devoir, je dirais presque, en tant qu'humain, c'est d'assumer cette liberté. Une toute dernière question, parce que on a vraiment déjà, je pense, dépassé un peu les délais. C'est ton tout dernier ouvrage, La civilisation de la peur. Là, effectivement, tu affirmes de nouveau un point de vue assez optimiste, en fait, par rapport à une situation qui est quand même très difficile. Tu en parlais tout à l'heure et dont tu es évidemment tout à fait conscient, mais tu te dis, tiens, et tu le disais tout à l'heure, on peut avoir 20 ou 30 années exceptionnelles pour peu qu'on accepte de se remotiver. Et bon, la question que je pose, c'est se dire, tiens, mais est-ce qu'on n'est pas quand même un peu, en tout cas en Europe, c'est moins le cas aux États-Unis, certainement pas du tout le cas en Asie, encore le courage et la volonté de faire ça, parce qu'il y avait une double enquête qui était menée à deux moments différents, mais qui était la même, de l'IFOP, qui parlait effectivement, s'adressait aux Français en 2008 et en 2022. Et là, on demandait aux personnes, tiens, est-ce qu'ils préféraient travailler plus pour gagner plus, c'est le fameux slogan de Sarkozy, Ouais. ou est-ce qu'ils préféraient plutôt privilégier la qualité de vie? Et là, il y avait 68% qui disaient, mais non, moi je préfère gagner plus, et 38% qui disaient, non, moi je préfère la qualité de vie.
Et puis 14 ans plus tard, c'est l'inverse. Les chiffres ont été vraiment tout à fait inversés. C'est 61-39. 61 qui disent non, moi je préfère la qualité de vie, et 39 qui disent bon, moi je préfère travailler plus pour gagner plus. Alors c'est l'interprétation qui avait été donnée, je crois que c'était Luc Ferry qui en parlait, c'est qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, il y a le fait qu'on a commencé à apprendre à travailler, faire du télétravail, etc. Ok, très bien, peut-être qu'il y a des avantages, mais est-ce que c'est pas un peu inquiétant pour le futur de l'Europe en fait? Oui, bien sûr, mais je pense justement qu'il faut qu'on redonne du sens, au travail, et qu'au fond la question, c'est pas le fait que les gens veulent nécessairement travailler moins, c'est le fait que les gens déjà veulent, d'une part, mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie privée, et ça, c'est quand même une revendication qui est légitime. C'est-à-dire le fait que des jeunes parents aient envie de pouvoir aller chercher leur enfant à la crèche, le soir ou à l'école, ou qu'ils aient envie de rentrer pas trop tard pour s'en occuper et pour les élever, franchement, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, et je pense même d'ailleurs que c'est quelque chose qui est souhaitable au niveau de la société. Parce que la démission des parents ou la faible présence des parents, c'est un problème pour tout le monde. Dans le domaine de l'insécurité, par exemple, c'est une cause parfaitement documentée. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est un très bon sujet, je trouve, pour les partenaires sociaux. Donc, c'est pas nécessairement travailler moins, mais c'est comment on donne davantage de flexibilité aux gens pour qu'en effet, ils puissent organiser un peu plus leur temps comme ils le souhaitent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la question du sens dont on parlait tout à l'heure et dont on parlait aussi avec Julia dans le livre. C'est-à-dire que quand je vois des entreprises faire des séminaires de rentrée au mois de janvier et dire l'année 2024 a été absolument fantastique parce que l'EBITDA a progressé de 1,2 points, et vous allez voir, ça va être fantastique 2025 parce que l'objectif, c'est une progression de 1,5 points, c'est sûr que les gens ne peuvent pas être très motivés. Non pas que les questions financières ne soient pas fondamentales, mais la maximisation de l'EBITDA n'est pas l'objectif ultime. C'est le moyen pour avoir un projet d'entreprise. Donc c'est ça la question du sens. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, et c'est quelque chose qui manque globalement aujourd'hui dans nos sociétés, y compris d'ailleurs dans le domaine politique. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le Trumpisme est un retour en arrière civilisationnel pour tout un tas de raisons. Mais quelque chose qui a été très fort dans la campagne du président Trump, c'est qu'il a donné du sens à sa campagne. Make America Great Again, ça donne du sens. C'est quelque chose, c'est un projet, c'est une direction. Là où les démocrates ont été absolument incapables de faire une campagne qui donnait du sens. Donc, je suis absolument persuadé que nos sociétés ont besoin qu'on leur redonne du sens, à la fois dans le domaine de l'entreprise et aussi dans le domaine politique. C'est un immense sujet pour nous libéraux, puisque nous avons un défi qui nous est propre, c'est que nous sommes des libéraux. Donc nous nous méfions de tout ce qui est collectif, mais nous devons néanmoins proposer pour la Belgique, pour la France, pour l'Europe, un projet qui soit un projet collectif, tout en respectant, bien évidemment, et même en étendant le spectre des libertés individuelles. Donc on doit jouer sur les deux tableaux, celui des libertés individuelles, mais on ne peut pas simplement dire notre projet au mouvement réformateur ou chez nous en France, c'est plus d'autonomie pour les gens. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut autre chose. À mon avis, on pourrait y réfléchir, mais on s'entendrait en fait, qui est un projet de défense de nos démocraties libérales qui doivent embrasser la modernité, qui doivent jouer un rôle sur les technologies pour lutter contre le réchauffement climatique, la bonne utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Enfin, tout ça peut se faire. Il y a un narratif qui peut être mis en place, mais il faut éviter que ça devienne propagande non plus. Oui. Bien sûr, mais pour un libéral, c'est difficile. C'est plus difficile pour nous que pour la gauche radicale ou pour l'extrême droite, ou pour les nationalistes. Les nationalistes, c'est facile. C'est Trump, c'est la nation, etc. Pour la gauche radicale, c'est aussi facile d'avoir un projet collectif, puisque c'est l'essence au fond. Le soir, la décroissance et tout. C'est sûr. Nous, c'est plus difficile. Mais il faut qu'on le fasse quand même. Parce que sinon, on ne peut pas ne pas donner de sens à nos concitoyens. Et c'est aussi, donc, du coup, je fais des détours mais pour répondre à ta question, mais c'est aussi l'enjeu de l'Europe. Et l'enjeu de l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne qui s'est toujours vue fondamentalement comme un marché de consommateurs qu'il fallait protéger. Grosso modo, c'était ça. Aujourd'hui, on voit bien que face à la montée des impérialismes, c'est plus ça. Il faut qu'on affirme un projet civilisationnel européen.
Parfait. Ben, Et je crois libéral. qu'on va rester à cette belle parole, en fait, qui va tous nous faire réfléchir. En tout cas, Nicolas, un tout grand merci Merci pour pour ça, cette merci à toi. discussion de qualité et bonne chance dans tous tes projets. Merci beaucoup.